Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de votre podcast des Birdie plein la tête, du rêve au projet, de projet à l'action et de l'action au succès. Aujourd'hui, nous en parlons avec Alexandre Kaleka. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, tu es ancien joueur du Pro Golf Tour, du Challenge Tour et Tour européen. Tu as gagné 3 tournois, dont 2 sur le Challenge Tour. Et la première victoire était ton premier tournoi professionnel juste une semaine après avoir renoncé ton statut amateur. Tu es le 7e joueur au monde à faire ça. Puis une victoire aussi sur le Pro Golf Tour, également deuxième d'un tournoi sur le Tour européen. Maintenant, tu es enseignant depuis 2017 et coach sur le Tour européen. Alors, on va reparler de tout ça, mais comme à notre habitude chez les Birdies plein la tête, on va revenir au tout début. Donc, de base, es-tu athlète, golfeur ou compétiteur? Je pense que je suis avant tout golfeur. Avant tout golfeur, un petit peu euh, pas mal compétiteur. Je suis devenu athlète avec le temps, mais je pense que j'ai moins la fibre d'un athlète que d'un golfeur ou d'un compétiteur. D'accord. Euh, Donc, à quel âge tu as commencé? Tu as commencé jeune ou Ouais, moi j'ai commencé le golf à 5 ans et demi. J'ai toujours fait que du golf. Je faisais pas d'autres sports sérieusement, mais après j'ai toujours été assez sportif, c'est-à-dire que quand je faisais du sport à l'école, j'étais toujours dans les meilleurs. Je faisais beaucoup de foot entre copains dans la cour de récré, dans les parcs. Je touchais un petit peu à tout et puis j'étais bon un peu dans tout. Mais sinon, je me suis toujours consacré que au golf et le seul club dans lequel j'étais licencié, c'était mon club de golf. et tu viens d'une famille de golfeurs ou c'est venu comme ça? En fait, mes parents, ils ont commencé en même temps que moi et mon père avait un certain âge et il a jamais vraiment progressé et ma mère, elle a commencé un peu plus tard, mais ça a toujours resté, c'est resté des joueurs, des golfeurs de loisirs qui faisaient pas trop de compétition, qui sont jamais descendus en dessous de 32 handicap. Donc, c'était des vrais golfeurs loisirs. Des frères et sœurs, non? T'as des frères et sœurs ou Non, enfin, j'ai des demi-frères. J'ai un demi-frère en l'occurrence, j'ai un demi-frère qui est golfeur, mais qui a 20 ans de plus enfin, plus de 20 ans de plus que moi, qui est golfeur, qui doit être peut-être 10 de handicap. Et un autre demi-frère, lui, qui est dans l'équitation et qui a un très très bon niveau en équitation. Et qu'est-ce qui te passionnait jeune dans le golf? C'était plutôt le sport en lui-même ou c'était vraiment le côté compétition? C'était le côté sport en lui-même, vraiment les sensations de taper la balle, de taper différentes trajectoires de balle, et aussi le côté club, le fait de passer du temps avec des gens soit de mon âge, soit qui n'avaient pas forcément mon âge, et puis le fait de passer du temps en plein air et puis d'avoir une activité qui peut prendre toute une journée. Moi, ça me permettait vraiment de m'échapper de la ville parce que je suis quelqu'un qui vit en ville. Et donc voilà, moi c'était vraiment l'ambiance du club et puis le côté vraiment plaisir à faire des swings de golf et à taper la balle. ta base c'est Orléans, c'est ça? Tu viens d'Orléans? Marcy. Ouais, Enfin, à côté d'Orléans. Ouais. Et c'était le golf de Marcy depuis tes 5 ans? ouais, ouais. Et est-ce que tu as eu des rêves de gloire d'arriver sur le tour dès le plus jeune âge ou c'est arrivé plus tard? Non, non, moi enfin, euh, tout de suite, quand j'étais petit et que j'étais bon, j'avais envie de bien figurer dans les compétitions que je faisais. Mais je me suis jamais imaginé être pro de golf parce que pour moi, c'était quelque chose qui était un peu inaccessible parce qu'il y avait très peu de monde qui réussissait. Et en fait, je me suis mis
à prendre les choses un petit peu au sérieux, juste quand, au fur et à mesure du temps, en faisant des compétitions, en faisant des résultats et en étant sélectionné pour certaines autres compétitions. À un moment donné, j'étais un peu en échec scolaire parce que j'avais eu un bac scientifique, mais ric-rac, et je voyais pas exactement ce que je voulais faire derrière. J'ai eu une opportunité de rentrer dans un pôle France. Je l'ai saisi sans savoir vraiment où est-ce que ça allait me mener. Et puis après, bah, j'ai été quand même, tout de suite, c'était beaucoup plus concret. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'avais peut-être les capacités de passer professionnel. Donc c'est à ce moment-là, c'est en arrivant au pôle, que tu as commencé à te projeter dans voir plus loin en termes de carrière ou même de projets sportifs. Oui, mais moi, je me projetais pas tant que ça, en fait. C'était plus la structure qui m'a, euh, ouais, qui s'est projetée un petit peu pour nous. Mais de mémoire, moi, quand j'ai débarqué au Pôle France, je me souviens pas avoir eu des objectifs précis. Et je sais pas si même mes parents, ils savaient vraiment si j'allais passer pro une fois être rentré en pôle. Tu avais eu quoi comme résultat d'être accueilli dans ce pôle? Donc on parle de tes années lycée en fait, juste avant ça. Tu avais eu quoi comme résultat en compétition? Bah moi, je vais revenir tôt, hein, mais quand j'étais tout petit, j'étais genre champion de régional. Et puis mon premier championnat de France, je l'ai fait quand j'étais benjamin. Donc j'avais, je sais pas, peut-être 13 ans. Donc moi j'avais gagné le championnat de France Benjamin. Et puis l'année d'après, j'avais terminé finaliste, je crois, du championnat de France minime. L'année suivante, j'avais terminé finaliste du championnat de France homme en tant que minime. Et puis après, en fait, juste l'année de mon bac, avant de rentrer au Pôle France, j'avais gagné les internationaux de France des moins de 18 ans. D'accord. Ok, ok. Et donc, tu avais fait avec ton club de Marseille la Gouniou. Ouais. T'es monté même un point au. Enfin, c'est pas la Gouniou, mais t'es monté un point au numéro 1 amateur français. Mhm. C'est cool. Et Ouais. donc, t'étais coaché par Franck Morat à ce moment-là? Bah, en fait, le Franck, lui, il m'a toujours accompagné dans mes années de club, Ouais, sachant que euh, bah, lui, c'était vraiment mon pro référent, et puis c'est lui qui m'a créé et qui a fait que j'ai fait ces résultats quand j'étais avant 18 ans, admettons. Mais ensuite, moi, j'ai toujours une super entente avec mes pros de ligue. ouais. Et on faisait, je me souviens, un ou deux stages de ligue tous les ans. Je crois que c'était à une époque où Franck n'était pas pro de ligue. Mm. Et voilà, et en fait, je prenais aussi tout ce que j'avais à apprendre auprès d'eux. Et à partir du moment où je suis rentré au Pôle France, c'était Patrice Amadieu qui s'en occupait. Il était accompagné de Alexandre Bosseret. Et donc, les deux chapeautaient le pôle. Et en même temps, je gardais des contacts avec Franck quand je rentrais au club. Mais forcément, naturellement, voilà, Franck, je lui racontais ce que je faisais, mais c'était plus lui qui avait accès vraiment à ce que je faisais au jour le jour. Donc, ça s'est fait naturellement dans ce sens-là. Quel est ton souvenir justement de cette... Tu es resté combien de temps au pôle? Moi, donc, je crois l'équivalent de 3 ans. En fait, j'ai fait une première année au Pôle France. Je ne sais plus si j'ai fait 1 ou 2 ans, donc c'était Pôle France, c'est-à-dire que du golf. Et puis ensuite, il y a eu une petite structure, c'était un Pôle France élite qui a été créé, où là, on était juste avec Patrice, on était trois, il y avait Victor, Benjamin et moi. Et ensuite, l'année qui a suivi,
en fait, j'étais resté toujours amateur. Et là, je me suis entraîné juste avec Patrice, mais j'étais plus dans le pôle, j'étais seul. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu gardes de ces années-là, de ces 3-4 années-là? Bah, je garde des années hyper sympas. J'ai rencontré plein de jeunes de mon âge bon, que je connaissais déjà. On a créé des amitiés. J'ai passé des bons moments. Moi, c'était aussi ma jeunesse. Donc, le Pôle France, c'était un mélange d'entraînement, de compétition. Je faisais des conneries aussi le week-end parce qu'on était en hiver. Moi, c'était la première fois que je vivais seul en appartement. Donc, c'était un mélange de tout ça. Et puis après, moi, j'ai appris ce que c'était que le golf de haut niveau, en essayant de voilà, faire gaffe à mon swing, faire un petit peu de sport, essayer de planifier des compétitions. Et puis surtout, c'était pour moi, ce qui était nouveau, c'était beaucoup de voyages. Parce que juste avant, quand jusqu'à 18 ans, en fait, moi, je me cantonnais à faire des compétitions soit dans ma région ou au max, voilà, j'avais fait les internationaux de France. Et puis après, j'avais eu la chance, je faisais les championnats d'Europe par équipe tous les ans. Avec les moins de 18 ans, je l'avais fait, je crois, 3 années d'affilée. Et puis j'avais eu la chance d'être sélectionné pour une ou deux compétitions par la fédération. Donc, il m'avait envoyé une fois en Suède et une fois en Écosse. Mais sinon, je faisais pas trop plus que ça. Donc, quand du jour au lendemain, j'ai fait un stage au Maroc, on est parti faire des compétitions en Afrique du Sud. Voilà, ça a été un gros changement pour moi. Et puis après, au fur et à mesure des années, j'ai eu la chance de faire des grosses compétitions amateurs aux États-Unis, en Australie, en Asie. Donc, c'était aussi la découverte du voyage. Donc, il y avait combien d'années entre la sortie du pôle et ta première année pro environ? Moi, je suis passé, je suis rentré enfin, c'est-à-dire la sortie du pro ou quand je suis du pôle ou quand je suis rentré au pôle. La sortie du pôle. Il y a eu combien d'années de transition? En fait, moi, j'ai dû faire 3 années au pôle. Mhm. Et puis, en fait, à la fin de la saison, au mois de, je sais plus, octobre, novembre, je n'avais pas passé mes cartes. Et donc, j'avais prévu de passer mes cartes l'année d'après. Mhm. Donc, je suis resté amateur et j'ai fait une demi-saison amateur avant de passer pro, en fait, en cours d'année au mois de juillet. D'accord. Qu'est-ce qui a occasionné ce délai? Qu'est-ce qui a fait que tu avais décidé de passer pro l'année suivante? Parce que je m'étais pas inscrit aux cartes européennes et donc que j'avais aucun statut nulle part. Moi, je souhaitais tout de suite jouer soit sur le Tour européen, soit sur le Challenge Tour. Et j'avais pas passé de carte sur un mini tour. Donc je préférais me préparer en faisant. J'avais eu de la chance parce que la fédération m'avait accompagné pour que je fasse je me souviens, j'avais fait un programme hyper sympa du mois de février au mois de juin où j'avais beaucoup voyagé, j'étais accompagné d'un ami qui me cadayait et je faisais des compétitions qui, à l'époque, j'imaginais, allaient plus m'apporter que des compétitions pro sur un mini-tour. Et à ce moment-là, est-ce que tu étais entouré d'un coach de prépa physique Ouais, ouais, j'avais un coach, j'avais un préparateur physique, j'avais un kiné, j'avais un cadet. Mhm. Et puis, j'avais aussi le club qui me soutenait. Enfin, j'avais la fédération qui me soutenait, et en plus de ça, le club, parce que ils avaient organisé un groupe de sponsors qui allait pouvoir m'accompagner quand je passerais pro, et puis aussi, même avant, et qui me permettait d'avoir un cadet, un ami qui me suivait sur tout le début d'année. Ouais. Et
À cette période-là, l'entraînement, concrètement, ça se passait comment? L'entraînement, à cette période-là, j'habitais, je crois que j'habitais nulle part, et je m'entraînais dans le sud avec Patrice. Mhm. Bah, ça se passait que à l'époque, je pense, je faisais pas mal de sport, de préparation physique. Et puis on avait un planning d'entraînement sur, je sais plus, ça devait être des blocs de 1 ou 2 semaines où j'étais avec Patrice, seul avec lui ou avec d'autres joueurs. Et voilà. Mais c'était une période déjà où j'étais quasiment passé pro dans le sens où je faisais déjà beaucoup de compétitions. Et les joueurs avec qui tu avais pratiqué, enfin avec qui tu avais partagé l'expérience du pôle, tu parlais de Victor, donc pour ceux qui ne sont pas aficionados de golf, c'est Victor Dubuisson, Benjamin Hébert. Eux, ils étaient partis pro ou ils étaient partis sur le circuit juste avant toi, ou est-ce que vous étiez à peu près dans le même timing? Victor, lui, il était resté amateur et il est passé pro 1 année après moi. Et ensuite, Benjamin, lui, il était passé pro avant moi, 1 année avant moi. Voilà. Et donc, tu passes pro en juin 2008 ou 9? 2009. Hmm. 2009, ouais. En 2009, et tu gagnes ton premier tournoi à Lyon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, à ce moment-là. Bah, en fait, l'histoire, elle commence 1 semaine avant, Hmm. parce que la semaine d'avant, il y avait les championnats d'Europe par équipe messieurs. C'était au Pays de Galles, je crois. Euh, et puis, moi, je me souviens que ça s'était pas très bien passé. Tout s'était pas très bien passé. Je sais pas si on était allé, si on s'était qualifié dans les 8 premiers. Moi, j'étais arrivé en retard à mon départ au premier tour de stroke play sur un quiproquo. Euh, J'avais dû faire 2 tours de qualif moyen en jouant genre dans le par +1. Il y avait Pascal Grisot qui était là, qui était à l'époque le capitaine des équipes de France, qui lui, en fait, devait me soutenir au moment où je passais pro financièrement. Donc lui, il m'avait passé une petite gueulante. Bon, bah voilà, on attend autre chose de toi, tu vas passer pro bientôt. Là, là. Et en fait, je jouais pas très bien parce que j'étais pas très en forme. Et puis, je suis arrivé à Lyon, j'avais fait 1 ou 2 reconnaissances de parcours. Je crois que je connaissais pas le parcours. Ouais. Et puis, en fait, en début de semaine, je décide de changer un peu mon style de jeu et puis de jouer sur une trajectoire que j'avais pas l'habitude de jouer d'habitude, un peu plus au feeling. Enfin bon, bref. Et puis en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai joué assez tôt le premier jour, le jeudi. Donc, sur un parcours qui était encore un petit peu soft, des greens parfaits, j'en vois vraiment le meilleur score. Je crois que ça n'avait pas joué si bien et j'avais dû faire -8 ou -9, alors que le deuxième score, c'était -6. Puis après, j'avais gardé un petit peu le rythme toute la semaine, en fait, en restant en tête de 1 ou 2 points toute la semaine. Et puis voilà, pendant la semaine, moi, je me posais pas mal de questions. Ah, bah, comment ça se passe si je gagne? Et puis, bon, bref, je suis allé jusqu'au bout. Et puis, bah, moi, ça m'a permis tout de suite de sentir que mon expérience professionnelle, elle était concrète parce que j'avais du coup un peu plus d'argent sur mon compte pour voir venir sur la fin de saison. Je savais quel tournoi j'allais faire exactement jusqu'à la fin de saison. Euh, donc, j'étais beaucoup plus relax et confortable. Mais par contre, qu'est-ce qui a fait que tu as joué ce tournoi en tant que pro alors que avant, tu avais décidé de rester amateur? Qu'est-ce qui a fait ce changement de dire voilà, je passe pro maintenant? Bah, en fait, c'était en début d'année. Moi, c'était planifié.
un planning de tournois amateurs qui allait jusqu'au championnat d'Europe par équipe amateur, où moi, du coup, ça me permettait de jouer pour l'équipe de France. Et le lendemain, je passais pro. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui font ça. Et en fait, je savais à l'avance que j'allais avoir un nombre d'invitations de la Fédération française de golf. C'est une histoire d'échange d'invitations entre les tournois. Donc, je savais qu'il fallait que je donne tout sur, je sais plus, 4, 5 tournois, plus les cartes, pour avoir une catégorie pour l'année d'après. Et donc, voilà, c'est-à-dire que l'année d'avant, je savais que j'allais passer pro à cette date-là, après le championnat d'Europe par équipe. D'accord. Et donc, tu es passé, donc, t'es passé pro, tu as gagné ton premier tournoi et on a interviewé Christian Sévère en janvier, qui lui aussi, il est passé pro et il a gagné très très vite son premier tournoi. Et c'est arrivé tellement vite qu'il s'est senti un peu perdu parce qu'il avait jamais vraiment, il s'était vraiment pas posé d'objectif pour après. Donc, est-ce que ça a été facile la saison pro après ça ou... Ouais, moi, pour moi, ça c'est vraiment très bien. Enfin, pour moi, bah voilà, j'avais pas vraiment visualisé comment ça allait se passer, mais en fait, tout s'était fait naturellement, quoi. C'est-à-dire que je suivais la trajectoire que je voulais, c'est-à-dire que une fois passé pro, je savais que je pouvais jouer. J'avais une catégorie complète sur le Challenge Tour. Je savais que j'allais avoir une catégorie partielle sur le Tour européen. Ça me permettait de faire des tournois, par exemple en Afrique du Sud en hiver. Et puis bah, déjà, voilà, de faire des premiers tournois sur le Tour européen avant la saison sur le Challenge Tour. Et non, moi, l'adaptation, elle s'est vraiment faite naturellement. J'avais pas de problème d'objectif. Franchement, non, ça s'est bien passé. Alors, tu disais tout à l'heure qu'en arrivant au pôle, tu n'étais pas dans une logique de projection, d'avoir des. Est-ce qu'à ce moment-là, au moment de devenir pro, tu avais quelque chose en tête et tu voulais parvenir à un certain résultat? Ou est-ce que d'être pro et de jouer et de bien jouer était Ouais, l'objectif? moi, j'étais pas trop. J'avais quelques objectifs de résultats. Au début, pas énorme, hein. Bon, voilà, ça reste des objectifs simples, hein, quand on est sur moi, quand j'ai gagné mon tournoi pro, là, ça m'a permis d'avoir un classement sur le Challenge Tour. Mon objectif, c'était de terminer dans les 20 premiers sur les tournois qui me restaient à faire. Je ne l'ai pas fait. J'ai dû terminer, je crois, je ne sais plus, 24e. Après, mon objectif, c'était les cartes européennes. Il fallait que je termine dans les 25 premiers. J'ai dû terminer peut-être 30e. Et donc, l'année d'après, j'avais une saison complète sur le Challenge Tour. Et mon objectif, c'était simplement d'obtenir ma carte sur le Tour européen. J'avais pas d'objectif plus loin que ceux qui étaient la semaine suivante, voire l'année suivante. Et donc, ton expérience sur le tour, la vie sur le tour, c'est comment? Bah, la vie sur le tour, bon, moi dans mon cas, j'étais assez jeune, donc c'était excitant parce qu'on faisait des tournois hyper sympas sur des super parcours. Bah, j'ai rencontré plein de gens top. Que ce soit sur le Challenge Tour ou sur le Tour européen, c'était hyper convivial. C'était cool parce que ça permettait aussi de rencontrer des gens qui étaient un petit peu plus âgés. C'est quelque chose qu'on perd pendant les années amateurs. Enfin, c'est-à-dire que quand on joue en club, on a un contact avec des gens de 30, 40, 50 ans. Quand on joue un peu plus à haut niveau, on perd tout de suite ce contact-là parce qu'on est avec des jeunes de son âge. Et en fait, là, sur le tour, ce qui est différent, c'est que on se retrouve à faire des choses excitantes comme on a l'habitude de le faire avec les jeunes de son âge, sauf que c'est avec des gens qui ont beaucoup plus de bouteilles, c'est des pères de famille. Et non, franchement, c'était hyper sympa.
C'est un milieu très anglo-saxon et puis où on rencontre plein de bonnes personnes. Et puis, non, franchement, l'ambiance est très bonne. L'adaptation à la vie quotidienne, tu parlais tout à l'heure des voyages. Donc là, il y avait une intensification de cet aspect-là. C'est quelque chose que tu as bien vécu. Je veux dire, c'est un mode de vie qui te convient ou qui te convenait ou... Ouais, moi, globalement, ouais. J'avais pas de. Pour moi, c'était une vie qui n'était pas si compliquée. Euh, J'étais en couple à l'époque, mais bon, ça fait partie du métier. Donc, je pouvais, voilà, des fois, on enchaîne 3, 4, 5 semaines de tournois d'affilée, où on rentre pas forcément chez soi. Et puis, en fait, bon, les voyages en soi, c'est pas très fun hein, d'être dans un aéroport, mais de découvrir un nouveau golf. Bon, le plus sympa, c'est vraiment à partir du jeudi matin, hein, surtout si on joue bien. Mais c'est juste moins drôle dès qu'on joue un peu moins bien. On se sent un peu plus loin de chez soi, mais moi, j'ai jamais trop eu le mal de la maison. Alors, au-delà du mal de la maison, le fait de transposer sans arrêt des routines d'entraînement, des systèmes comme ça de travail à des endroits nouveaux, parfois qu'on ne connaît pas, parfois dans des conditions un peu pas forcément idéales, c'est quelque chose qui t'a posé problème ou qui s'est, enfin, à ce qu'on entend, a priori plutôt bien passé? Bah, ouais, non, non, globalement, ça s'est bien passé. Hum, je partais du principe que de toute façon, je savais très bien que j'étais dans une période d'apprentissage hein, sur mes premières années pro. Donc, on sait bien que quand on arrive sur un parcours, bah, on le découvre. Donc, on le découvre pour la première fois. C'est différent pour les gens qui ont l'habitude de jouer depuis 10 ans, par exemple. Et donc, quand on joue le tournoi, on joue pour faire aussi bien que possible, mais on joue aussi pour prendre de l'expérience pour les années suivantes. Donc, après, bah, moi, j'avais eu cette chance d'avoir pas mal voyagé dans mes années amateurs. Donc, c'est vrai que cette adaptation, elle était plus facile parce que j'avais l'habitude de la faire. Je connaissais les différentes herbes. Quand j'allais en Afrique du Sud, je connaissais euh, le style de jeu en Afrique du Sud, que ce soit avec l'herbe, l'altitude. Euh, ouais, j'ai eu des petits problèmes d'adaptation, même si je ne suis pas allé beaucoup quand je suis allé en Asie et que j'ai découvert l'humidité. Mais sinon, ça allait. Et donc, tu as fait un point, je pense que c'est 2012, une saison complète sur le tour européen. Euh, Quelle a été la différence entre Challenge Tour et le tour européen? Il y a eu une grosse différence ou c'était toujours pareil? Ouais, il y a une très grosse différence. Ouais. C'est pas le même niveau de jeu, c'est pas les mêmes parcours. Euh, donc, euh, enfin, pour moi, c'est vraiment deux mondes différents. Après, c'est vrai que c'est comme tous les compétitions de golf. Hein, c'est vrai que si on joue très bien vite dans les premiers trous, les premiers tours, euh, en soi, sur le week-end, ça s'excite pas plus que ça, contrairement au Challenge Tour, des fois sur des parcours un petit peu moins sélectifs, où, euh, les, où les scores ont tendance à être constants, voire peuvent être améliorés de tour en tour. Sur le Tour européen, c'est un petit peu différent. Et en fait, vu que le niveau est plus dense, je veux dire, ça va aussi vite de gagner un tournoi que de louper le cut, quoi. Donc, voilà, mais sinon, il y a quand même une grosse différence, une vraie différence de niveau de jeu et une différence de parcours. Sur cette année, sur le Tour européen, c'est le moment où tu avais un caddie attitré, une équipe attitrée à ce moment-là? Ouais, mais c'était un peu de même, c'était un peu light, enfin dans le sens où je crois que bah, j'avais pas de préparateur physique, j'avais pas de kiné attitré. Euh, C'était un peu light, hein. J'avais juste une boîte de management qui me suivait.
J'ai j'ai changé de coach dans l'année. Je crois que je sais plus si c'est non, c'était pas Patrice. Je crois que en fait, euh, il y avait justement Franck en fait qui m'avait aidé l'année d'avant, en début de l'année d'avant. Et puis après, moi, de toute façon, j'ai fait une super année sur le Challenge Tour où j'étais pas trop suivi. J'étais très, très indépendant. Et puis l'année qui a suivi, je suis resté relativement indépendant, mais j'avais vu Franck un peu l'hiver. Et puis en cours d'année, j'étais un petit peu perdu, donc j'avais besoin quand même d'une aide technique. Et puis j'avais un coach sud-africain qui était quasiment là toutes les semaines sur les practices, qui m'aidait. Et sinon, j'avais un cadet que j'avais depuis déjà pas mal de temps, un cadet anglais qui a une énorme expérience. Et l'année d'après, pour le coup, on s'est séparés parce que je lui dis franchement, je suis désolé, mais je je joue pas assez bien et tu mériterais d'avoir un meilleur sac que le mien. Donc voilà, c'était à peu près l'équipe qui m'entourait. Donc, ton regard sur ta carrière, de quoi es-tu le plus fier? Et rétrospectivement, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais peut-être fait différemment? Bah, moi, je suis pas fier de grand-chose, hein, c'est pas mon style, mais enfin, enfin, j'ai pas eu des résultats vraiment à la hauteur je pense, de mon potentiel. Donc, voilà, j'ai fait quelques résultats sympas. Je me souviens que j'avais fait une belle semaine en Irlande sur un gros tournoi une année. Euh, j'avais, euh, j'ai fait quelques super tours sur des gros parcours. Mais après, moi, par rapport à ma carrière, j'ai plus de regrets que de bons souvenirs. Et moi, ce qui m'a manqué, c'est vraiment plus d'assiduité dans la salle de gym, un peu plus d'organisation. Il y a eu des moments où j'ai lâché un petit peu prise. Et puis ensuite, je me suis perdu dans des choses qui étaient directement liées, je pense, à la préparation physique. Ça a été un peu systémique. Et, euh, c'est un ensemble de petits détails, hein, qui font une performance. Euh, c'est des erreurs que je ne referai pas, mais en tout cas, j'ai bien conscience que c'est ce qui m'a manqué au plus haut niveau. Moi, pour le coup, c'était vraiment la préparation physique qui faisait que j'avais des petites fautes dans mon swing. Au bout du compte, moi, je me concentrais que sur mes petites fautes dans mon swing, alors que ça venait clairement de la préparation physique. Après, il y avait des bases techniques, je pense, où j'aurais pu être plus fort et si peut-être si si on avait mis le doigt dessus un tout petit peu plus tôt, je pense que ça aurait pu passer malgré le manque de préparation physique. Puis ensuite, bah, quand on commence à se prendre un peu la tête sur son swing, on en oublie le petit jeu, on en oublie la stratégie, on perd un peu sa lucidité. Et puis surtout, c'est comme dans tous les sports, hein. Il faut toujours avoir de la marge par rapport au niveau global. Et quand on est un peu trop sur la corde raide, soit ça passe pas, mais dans tous les cas, ça reste ric-rac. Et moi, j'avais pas cette marge dans les dernières années et du coup, j'ai perdu le fil et voilà. Tu as évoqué différents aspects. Tu n'as pas parlé de préparation mentale. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu? Tu as eu un accompagnement sur ce plan-là ou est-ce que si tu l'as géré toi-même sans avoir Alors, vraiment. en fait, j'ai complètement oublié d'en parler, mais en fait, j'avais un préparateur mental depuis les années du pôle, que j'ai, pour le coup, c'est un peu la personne qui m'a suivi quasiment jusqu'au bout. C'est resté un ami, donc c'est marrant que je l'oublie. Euh, mais, euh, mais en fait, ouais, moi, je faisais de la préparation mentale. Mais c'était une préparation mentale qui était vraiment golfique, dans le sens où
on se concentrait un petit peu plus sur les routines de jeu, sur le parcours, en tout cas un peu moins sur la psychologie, même si moi, bon, j'avais forcément des petites failles, parce que quand on joue un peu moins bien, même chez les bons joueurs, il y a une forme d'anxiété qui se crée quand on fait du sport de haut niveau. Et, euh, euh, et moi, je pense que j'en parlais un petit peu avec mon préparateur mental, mais on se concentrait un peu plus sur des faits de jeu concrets, on va dire. D'accord. Et quel est le moment où tu décides, ou en tout cas où tu prends conscience que voilà, ça ne va plus le faire comme tu aurais voulu chez les pros, et à quel moment tu t'envisages une autre voie? C'est simple, c'est à partir du moment où on perd ses droits de jeu, hein. Quand on a plus de catégories, que ce soit sur le Tour européen ou même sur le Challenge Tour, voilà, là, on sait tout de suite que ça va être un petit peu compliqué, parce que moi, j'avais perdu un peu le fil. J'ai fait un peu semblant pendant une année ou un peu plus, en essayant de retenter mon coup sur des mini-tours. Mais en fait, c'est vrai que quand on perd le fil du très haut niveau, c'est difficile de rebondir et de reprendre le bon wagon, parce que on joue plus les mêmes parcours, on n'a plus les mêmes moyens financiers, donc on s'entraîne plus de la même manière. Euh, et puis, euh, et puis voilà, on n'est pas entouré par une atmosphère de très très haut niveau, donc ça fait je pense qu'il faut quand même avoir beaucoup d'abnégation pour réussir à rebondir quand on redescend aussi bas. Est-ce que tu as parlé tout à l'heure des joueurs que tu avais côtoyés dans le pôle, certains qui étaient pros à ce moment-là pour le coup. Est-ce qu'il y a des relations? Est-ce qu'il y a des choses des amitiés ou des soutiens, ou est-ce que c'est très individualiste? Ou peut-être un peu de deux. Ouais, il y a des amis. Ah ouais, carrément. Ouais, il y a c'est un mélange des deux, quoi. C'est-à-dire qu'en même temps, bon, chacun sa carrière, et puis en même temps, si, carrément, on peut se passer des coups de fil. Quand il y a quelqu'un qui joue bien, on va forcément, on est quand même content pour lui. Quand même, c'est des choses. Ça fait toujours plaisir de voir que quelqu'un avec qui qu'on connaît bien, qu'on connaît intimement, réussit. C'est assez cool. Ça permet il y a un mélange de nostalgie, de fierté pour lui. Donc ça, c'est assez cool. Et puis après, je pense que tout le monde a eu des passages difficiles, hein, même les meilleurs joueurs. Et puis, généralement, on a besoin d'en parler. Alors peut-être pas sur le coup, parce que souvent, c'est un peu le problème de certains, c'est que les joueurs qui sont dans des mauvaises passes, dans un mauvais passage, c'est comme le mec qui est le sportif qui est toujours interviewé par le journaliste quand il est dans une mauvaise passe, il n'a pas trop envie d'en parler. Et de temps en temps, quand on est entre nous sur les tournois, le mec qui loupe cut après cut, les mecs qui sont autour de lui, ils ont envie de le soutenir un petit peu, lui, il a un petit peu envie d'en parler. Mais c'est ce qui fait qu'on est un petit peu dans un cercle vicieux de négativité, alors que, c'est très bien que les meilleurs, bon, déjà, ils ont très peu leurs mauvaises passes sont plus courtes, ils en ont moins, et puis je pense que ils ont moins le temps de cogiter, ils en discutent un petit peu moins et ils reviennent vite sur un pic. Mais ouais, après, il y a toujours un soutien. Moi, j'ai encore des contacts enfin, pas avec grand monde, mais quand je croise les gens du milieu du golf, le monde est petit, donc on peut vite prendre des nouvelles et savoir comment ça se passe. Parce qu'à ce moment-là, tu as des sponsors, ou il y a des gens qui t'accompagnent financièrement justement pour financer tes saisons pro. Comment se passe le moment où tu dis j'arrête? Ça se passe comme ça, ou ça se passe petit à petit? Non, ça se passe comme ça, hein. C'est vrai qu'à un moment donné, l'arrêt, il y a toujours une date, quoi. C'est-à-dire, soit je décide de faire mon dernier tournoi, ou soit après un tournoi, on décide que c'était le dernier.
Donc, généralement, il y a des gens qui soutiennent. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va les voir, on les remercie et on leur explique pourquoi on arrête. Voilà, dans mon cas, ça s'est passé comme ça. Et c'était quoi la date du coup? Là, pour le coup, c'était un peu vague. Je sais plus. Honnêtement, moi, j'ai un petit peu cette faculté. Hein, c'est pas que j'ai des problèmes de mémoire, mais c'est qu'il y a des moments négatifs, je ne m'en souviens plus. Mémoire sélective. Et là, pour le coup, le dernier tournoi pro que j'ai fait, je ne saurais pas dire quand est-ce que c'était, mais je me souviens que j'avais fait des tournois du Pro Golf Tour et que je me sentais dans une impasse parce que je jouais pas terrible, je faisais plus je faisais pas de résultats et puis j'avais pas l'impression de visualiser une bonne passe rapidement. Et puis surtout, moi, j'avais perdu un petit peu le sens de ce que je faisais parce que j'avais l'impression que le milieu dans lequel j'étais était trop éloigné de là où je voulais aller. Ok. Voilà. En termes de niveau de jeu, tu veux dire en termes de niveau de jeu, de challenge sportif ou plus globalement? En termes de, oui, mon niveau de jeu et puis l'univers dans lequel je gravitais, quoi. C'est-à-dire que quand moi, je faisais des tours, je sais plus si c'était un tournoi du Elf Tour, un tournoi du Pro Golf Tour. C'est quelque chose qui peut être fait, je pense, que quand on est très très jeune, parce qu'on n'a peut-être pas eu une carte sur un niveau supérieur. Mais quand on a un certain âge, c'est-à-dire quand on a déjà fait plusieurs années pro, c'est quelque chose qui doit être fait hyper rapidement pour rebondir. Mais si on n'est pas sur un petit circuit et qu'on ne gagne pas tournoi après tournoi, euh, ça n'a pas de sens parce que ça veut dire que quand on va arriver au niveau supérieur, ça ne va pas le faire. Ok. Et donc en 2016-2017, tu décides d'arrêter, tu passes en enseignant. Euh, quels étaient tes projets à ce moment-là dans l'enseignement? Là, mes projets premiers, c'était de gagner ma vie. Donc, j'étais un peu dégoûté parce que je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je fasse mon diplôme d'enseignant. Moi, j'avais fait la première année de Pôle France. À l'époque, il y avait un cursus parallèle justement pour passer le brevet professionnel d'enseignement. Et moi, à l'époque, j'avais pas pris ça au sérieux. Et puis, je m'étais plus concentré sur mon golf. Et c'était une époque où plein de très très bons joueurs passaient leur diplôme à ce moment-là en très peu de temps. Puis moi, je me suis rendu compte qu'il fallait que vraiment je le passe, que ça allait me prendre un an et qu'officiellement, je n'avais pas le droit de donner des leçons avant d'avoir obtenu mon diplôme. Donc, ça m'a pris une petite année. Et puis ensuite, l'objectif suivant, c'était de pouvoir enseigner quelque part. Donc moi, j'habitais à Orléans, donc le plus naturel, c'était d'enseigner dans ma région. Moi, j'ai la chance de pouvoir enseigner dans mon club. Et puis, je joue aussi dans les clubs de la région. Et puis, je fais quelques parties accompagnées. Je fais quelques programmes. J'accompagne des élèves ou des amis sur des destinations golfiques. Voilà, j'avais pas de projet très précis à part, dans un premier temps, bien sûr, subvenir à mes besoins et aux besoins familiaux. Je voudrais justement sur ce sujet de revenir un petit peu en arrière. Pendant jusqu'à là, en fait, les différentes étapes de ta carrière, que ce soit amateur ou professionnel, cette question justement du financement, déjà des frais qui sont liés à cette carrière, et puis de la vie qui va avec, c'est quelque chose qui a été problématique ou qui n'est devenu problématique à ce moment-là? Euh, ça, alors au début, c'était à partir du moment quand j'étais amateur, c'était pas un problème parce que j'avais la chance d'avoir la fédération qui me soutenait vachement. Au début de mes années pro, j'avais la fédération qui continue à me soutenir un peu.
Et en plus, j'avais des sponsors privés. Après, j'ai toujours eu. Moi, j'ai jamais eu beaucoup de sponsors. J'ai toujours eu des sponsors, de quoi financer ma saison. Mais là où c'est devenu problématique, c'est dans le sens où je n'ai jamais eu suffisamment de sponsors pour pouvoir faire vraiment ce que je voulais en termes de préparation comme je l'aurais voulu. Ou alors, pour le coup, il aurait vraiment fallu que j'investisse dans de l'argent que j'avais presque pas. Et puis après, bah, au fur et à mesure du temps, forcément, c'est devenu vraiment problématique. Et parce que quand on joue sur un petit tour avec l'objectif de rebondir, on ne gagne pas d'argent. Donc moi, c'était quelque chose que je connaissais pas parce que j'ai toujours gagné un petit peu d'argent. Voilà. Ok. Donc, et on parlait de l'enseignement. Est-ce que tu as des ambitions pour coacher sur le tour européen ou sur un tour? Bah, oui et non, c'est-à-dire que euh, je pense qu'on ne peut pas vraiment miser son fonds de commerce sur le tour européen à moins d'être extrêmement motivé et de faire comme certains, c'est-à-dire prendre son sac, attendre sur un practice et puis essayer de marabouter les joueurs qui sont en perte de vitesse. Et puis, à force qu'on te voit sur le practice, à un moment donné, tu vas avoir des joueurs et puis tu fais ça toutes les semaines et tu ne fais que ça. Donc moi, mon objectif déjà, c'est quand même de voyager un petit peu moins que je l'ai fait avant. Et puis, et je pense que coacher à très haut niveau, c'est un peu un coup du sort. À un moment donné, ça te tombe dessus ou ça te tombe pas dessus en fonction d'un joueur que tu rencontres. Voilà, souvent euh, le coach de McIlroy qui était le pro de club en Irlande de Rory McIlroy. Je pense pas qu'il avait pour objectif d'être coach du Tour européen, mais il a eu la chance de s'occuper d'un petit qui est devenu professionnel et du coup maintenant il le suit toutes les semaines. Après, bah voilà, moi je pense que je pourrais forcément apporter des choses à certains jeunes joueurs du Tour européen particulièrement, mais c'est vraiment pas un objectif premier. Hein. C'est ce que disait Patrice Abadieux, C'est ça. enfin, lui qui remet beaucoup du prestige de sa carrière, en tout cas au début, à la rencontre avec Raphaël Jacquelin, et Oui, où oui, bien sûr. il n'enlève pas peut-être voilà, la compétence qu'il peut avoir, mais voilà, quand on croise une trajectoire comme ça met un coach en haut de l'affiche, et c'est ce qui fait que tout le monde va le demander après, Bien sûr. puis le reste suit. Mais c'est vrai que oui, c'est un petit peu, ça peut avoir un côté un peu aléatoire. Euh, quelques, quelques conseils que tu donnerais à un jeune entre 14 et 16 ans qui a des grosses ambitions? Tu parlais d'accompagner justement des jeunes, jeunes pros. Si un jeune pro vient te voir demain, de quelle façon tu penses tu pourrais l'accompagner et quels conseils tu pourrais lui donner à lui et à son entourage? Parce que là, on est au cœur de la. Ouais, en fait, la question, c'est de savoir si c'est un jeune pro ou si c'est un petit jeune entre 14 et 16 ans. Euh, un jeune pro, moi, c'est d'abord, j'essaierai de regarder comment il joue, ce qu'il fait, et lui donner des conseils sur ce que je vois, sur les erreurs que moi j'ai pu faire, ou les erreurs que je sens que lui, il va commettre, et surtout, je peux pas parler comme ça quand j'ai pas la personne devant moi, mais euh, moi, j'ai toujours eu un petit sens par rapport à la technique et puis je joue au golf depuis tellement longtemps que j'ai un œil pour sentir les points forts et les failles des joueurs. Donc, je vais pas
dire la même chose à 2 joueurs. Par contre, pour un petit jeune de 14 à 16 ans, si je dois lui donner un conseil de vie ou un conseil de carrière, je pense que c'est que sa priorité, ça doit être la scolarité. Parce que euh, euh, en fait, le golf, c'est un sport un petit peu de statistique et puis c'est un sport un peu comme jouer aux cartes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on mise sur quelque chose, que ce soit on mise sur soi-même, mais quand on est sur le parcours, on évalue les situations et on prend des risques en fonction du coup qu'on a à taper. C'est-à-dire que quand on a un putt de 8 mètres, on décide de soit le jouer pour faire 2 putts ou soit de le jouer pour essayer de le rentrer. Et puis quand on a un coup de 120 mètres vent de face, faut passer au-dessus de l'eau pour attaquer un green sur un par 5, on évalue la situation pour savoir qu'est-ce que ça va apporter d'attaquer le green, qu'est-ce que ça va apporter de jouer le fairway. Et en fait, quand on est jeune, en fait, en réalité, ce qu'il faut imaginer, c'est le pourcentage de chances qu'on a de réussir. Il est quand même pas très élevé en soi. Et moi, tous les bons golfeurs que j'ai connus ou tous les grands sportifs, généralement, c'est des gens qui sont quand même assez intelligents et c'est des gens qui se sont aussi créés grâce à leur scolarité. La scolarité, ça a pu leur permettre de mieux s'organiser dans leur travail scolaire, ça a pu leur permettre de prendre un petit peu plus de recul sur leur pratique, parce que c'est vrai que quand on est jeune et que on devient hyper compétent dans un domaine, on peut vite avoir tendance à se brûler les ailes. Exemple des Coréennes qui réussissent très très bien quand elles ont 15 ans, qui vont peut-être gagner 3 majeurs en 2 ans à 19 ans et qui, à 21 ans, vont ça se trouve, arrêter leur carrière et à 22 ans vont se suicider. Je dis un truc comme ça, mais on ne sait pas. Il y a ça, il y a le côté blessure. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je connais quand même un paquet de joueurs, des super joueurs de golf, qui du jour au lendemain ne pouvaient plus rien faire parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de faire de la préparation physique, de lancer un ballon contre un mur et ils se sont déchirés le ligament. Ça va hyper vite. Ensuite, il y a le côté le golf, c'est une chose, la carrière golfique, mais il y a l'après, forcément. Il y a l'après-carrière golfique. Et puis, il y a pendant la carrière golfique, quand on veut faire des bons choix d'investissement, des bons choix de business, euh, savoir monter un projet pour rencontrer des sponsors, il faut quand même avoir ce, je sais pas quel est le mot en français, mais bon, en tout cas, cette education, enfin, cette éducation, avoir les reins solides pour passer pro. Et je pense qu'avant tout, la scolarité doit être une priorité. Moi, il y avait une conférence organisée par la Fédération française de golf en début d'année sur le haut niveau, où il y avait eu un monsieur Kella, je crois, qui vient Oui, d'autres sports. Qui faisait une sorte d'audit de la Fédération française de golf et qui parlait du double projet scolarité et sport. Et puis, donc voilà, il expliquait que fallait bien équilibrer le truc, mais que le golf, qui soi-disant était un sport à maturité tardive, en fait, on se rendait compte que pas du tout, et que du coup, il fallait envoyer le paquet sur le projet sportif dès le plus jeune âge, quitte à mettre de côté le projet scolaire. Et franchement, moi, j'étais plutôt en désaccord avec ce qu'il disait parce que, parce que je vois la plupart des joueurs américains de golf, de basket, c'est quand même des mecs voilà, qui la plupart ont fait quand même 3 ans d'université, qui, euh, qui, qui arrivent sur des parcours de golf avec une certaine bouteille qu'ils acquièrent mine de rien sur les bancs de l'école. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai.
Et après, il y a toujours des cas particuliers, hein. La scolar, moi, c'est un conseil que je donnerais, mais ce n'est que le mien et je pense qu'il y a des exceptions. Est-ce que on parlait tout à l'heure des zones de fierté et si ce n'est des regrets, en tout cas des choses que tu ferais différemment, est-ce que ça, c'est une chose que tu ferais différemment, peut-être aller plus vers des études universitaires US, par exemple, plutôt que de rentrer dans une filiale, dans une filière pôle exclusivement? Alors moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais c'est pas du tout un regret parce que à l'époque, c'était un petit peu moins d'actualité de faire ce genre de choses. Et moi, je ne pense pas que ça a joué quelque chose sur ma carrière, à mon avis. Et je pense que, et je connais aussi des exemples de beaucoup d'anglo-saxons non américains qui ne sont pas allés en université aux États-Unis et qui avaient un super niveau golfique. Euh, mais c'était des joueurs, mais c'était quand même des jeunes qui faisaient un minimum d'études à la maison jusqu'à un certain âge. Jusqu'à un certain âge. Moi, je connais l'exemple de Victor Dubuisson qui a arrêté l'école très très tôt. Euh, et bah, lui, pour le coup, voilà, il a fait un vrai pari. Il a fait un vrai pari. Euh, Après, c'était le meilleur joueur de sa génération. Moi, si je croise le meilleur joueur de sa génération et qu'il hésite à arrêter les cours ou pas, je pense que je le pousserai quand même à pousser un petit peu, à pousser un peu sur les études, parce que Victor, ce qui lui est arrivé, euh, ça aurait pu très bien moins bien se passer, quoi. Hmm. Et parce que enfin, moi, ce qui ressort beaucoup des éléments que tu soulignes, c'est comment tu abordes justement cette question de la projection aujourd'hui sur les prochaines phases de ta vie, sachant que ce qui apparaît comme étant effectivement une espèce de fil rouge, c'est d'avoir abordé un certain nombre de périodes en n'ayant justement pas forcément de plan précis, pas d'ambition précise, pas de. Et Théo évoquait tout à l'heure Christian Sévère, et ce qui mettait en avant, c'était ça, c'était de dire, finalement, ce que je regrette parfois d'entendre chez des jeunes, c'est le fait de ne pas avoir justement de projection et de plan, de dire voilà, j'ai envie d'être pro, j'ai envie peut-être de gagner un tournoi, mais j'ai pas spécialement de projection plus loin, ce qui fait que il manque un peu le côté structurant qui fait que parce qu'on on sait où on veut aller, on sait ce qu'il faut, enfin on peut se poser la question de savoir ce qu'il faut faire pour y arriver, et après être confronté à la question est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que j'ai pas envie de le faire, etc. Mais est-ce que tu abordes les choses justement différemment pour les prochaines phases de ta vie en ce qui concerne le fait de se projeter et peut-être certainement d'affirmer des ambitions? Bah non, pas vraiment, pas vraiment. Le truc, c'est que moi, si j'avais un projet professionnel, par exemple, autre que le golf, je sais pas moi, monter une boîte. Là, pour le coup, je serais obligé d'avoir un business plan et puis de me projeter à plusieurs années. Moi, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Là, je suis dans l'enseignement de golf. Des perspectives, à part enseigner le golf, j'en ai pas trop. Je peux l'enseigner à différents niveaux, mais je suis pas certain que ce soit quelque chose que je choisisse. Ça va être quelque chose qui soit me tombera dessus. Euh, ouais, ça va sûrement être quelque chose qui me tombera dessus. Mais euh, le problème, c'est que il y a certains, enfin, c'est pas un problème, mais en tout cas, il y a certains enseignants qui décident de se tourner vers de l'enseignement de haut niveau. Et je pense que la plupart du temps, c'est pas forcément les meilleurs enseignants. C'est-à-dire que c'est pas forcément des enseignants qui justement ont vécu le haut niveau et qui auraient
d'ailleurs une certaine crédibilité ou ne serait-ce que les compétences de l'enseigner. Et, ou alors, il va y avoir des gens qui ont des objectifs voilà, de monter une académie ou un truc un petit peu plus bah, en utilisant des hautes technologies parce que c'est quelque chose qui est pas mal à la mode. Euh, et pour le coup, là, on parle vraiment, on est euh, sur un objectif financier quasiment, parce que c'est OK, bon voilà, moi j'ai mon métier, c'est l'enseignement. Comment je peux essayer de gagner ma vie comme ça? J'ai envie d'enseigner à ceux qui souhaitent faire du haut niveau. Et je vais investir en achetant des appareils peut-être pour essayer de le faire. Je vais essayer de m'entourer. Et c'est une forme de… Ça peut devenir un business comme un autre. Et moi, je ne me vois pas ouvrir une académie pour essayer d'accompagner des jeunes comme ça qui veulent aller vers le haut niveau absolument. Parce que je trouve que c'est pas complètement ce qui me représente et puis je trouve que c'est pas complètement sincère dans le sens euh, où même si toutes ces structures elles ne font pas de promesses aux jeunes, on s'en rapproche légèrement et moi je pourrais pas me permettre de faire une promesse à un élève par exemple. Quand je vois un joueur de golf, moi, je lui propose un diagnostic, c'est le mien, je lui propose des médicaments, je lui garantis et j'essaye de lui persuader que ces médicaments sont les bons, mais après, je ne peux pas lui promettre que ça va le guérir, voilà, ou le faire progresser. Et, donc voilà, donc la base de la question, c'est de savoir est-ce que je veux me projeter et tout sur, sur la suite de ma carrière. Moi, déjà, c'est pas mon style. Et en plus, je pense que dans le métier que je fais, ce n'est pas forcément faisable. Alors, il y a quelqu'un qui pourrait avoir un objectif, voilà, je veux être entraîneur départemental, je veux placer tel et tel diplôme, je veux me former à faire telle et telle chose, plus tard être entraîneur régional, puis national. Moi, c'est pas trop mon style. Je sais que si jamais ça doit me tomber dessus, ça me tombera dessus. Mais voilà. Mais parce que là, effectivement, tu parles de choisir une trajectoire, peut-être d'aller vers le haut niveau ou de rentrer enfin, occuper une certaine place dans un système. Mais ce qui par contre me surprend plus, c'est quand tu fais cette distinction entre si je voulais créer une boîte, alors il faudrait que je fasse un business plan, etc., etc. Par contre, moi, j'enseigne le golf et du coup, bah, qu'est-ce que c'est qu'enseigner le golf si ce n'est, entre guillemets, créer sa petite boîte en tant qu'enseignant de golf? Parce que le pro de club, bon, il peut être salarié, etc., mais beaucoup de pros de club, ils sont indépendants dans un club et il faut qu'ils développent leur petite boîte finalement. Il faut qu'ils développent leur Oui, clientèle. oui, 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 bien sûr. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, ma stratégie de développement, elle est plus misée en fait sur le bouche à oreille par rapport à mes compétences, par rapport à une forme de sincérité dans le sens où je ne fais pas de promesses aux gens et elle va être moins sur des vrais objectifs de résultats pour ma part, avec voilà, moi l'année prochaine, je veux en arriver là, avoir des joueurs de tel niveau, les amener là, et dans 3 ans, euh, voilà, être installé sous une nouvelle structure. Voilà. Non, moi pour l'instant, j'avoue que je fais quelque chose d'un peu modeste parce que bon, bah voilà, pas trop envie de me prendre la tête. J'ai une petite famille qui est en train de se développer. J'ai pas trop envie de bouger pour l'instant de ma cellule orléanaise. Je peux facilement aller à Paris. Je peux facilement aller, À euh, Nantes, oui, à Nantes, enfin dans la France. Ou même à l'étranger quelques semaines par an, mais je ne me vois pas bouger plus de 10 semaines par an à l'étranger.
quand vous m'avez présenté, vous m'avez dit que j'étais coach sur le circuit européen. C'est pas mon cas. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner sur des tournois Benjamin Hébert, mais j'avais pas de vision sur le coup. C'est-à-dire que moi, je l'ai accompagné parce que j'ai pensé que je pouvais lui donner un coup de main à court terme sur un secteur de jeu en particulier. Ça s'est retrouvé à être deux, voire trois secteurs de jeu. Mais en fait, moi, mon objectif, c'était que je sois là, que ça se passe bien, qu'il prenne ce qu'il ait besoin, et puis qu'idéalement, presque, qu'il ait plus besoin de moi une fois que moi, j'avais donné mon expertise. Et je sais très bien qu'un joueur, il a besoin d'un coach un petit peu en permanence. En l'occurrence, moi, le travail que j'ai fait dans ce cas-là, bah voilà, ça s'est passé différemment. Et, euh, et, euh, et je ne sais pas si quelqu'un qui avait des aspirations à l'enseignement de haut niveau, il pourrait vraiment le décider à l'avance et puis se projeter à moyen terme. Il y a plein je ne vais pas dire de bons coachs, mais des coachs qui sont utilisés dans le haut niveau, qui sont là par hasard. C'est-à-dire que même eux, ils se sont retrouvés là avec un peu de chance et je sais même pas si eux, ils ont fait preuve d'opportunisme. C'est juste que bon, bah voilà, c'était un petit peu Il y le a une destin. vague, ils ont surfé, quoi. Voilà, ouais, voilà. Donc ça va vite, hein, ça va vite. Ok. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour Il n'y a pas de quoi. cette expérience. Ouais, Et voilà, et bonne chance pour ta carrière dans l'enseignement. c'est gentil, c'est gentil. Bah vous aussi, et puis à bientôt.